Un avion militaire forcé d'atterrir, des soldats étrangers retenus et un silence pesant qui fait trembler les coulisses du pouvoir. Que se joue-t-il vraiment au Sahel derrière cette apparente immobilité? Tout commence par un événement discret, presque banal en d'autres temps. Un appareil nigérian intercepté par les autorités burkinabées, immobilisé à Ouagadougou. À l'intérieur, 11 militaires nigérians, désormais otages d'une attente tendue. Mais cette fois, les vieux réflexes des résolutions africaines ne fonctionnent plus. Aucune escalade soudaine, aucune menace hâtive, ni la moindre concession en urgence. Entre Abuja, Ouagadougou et les capitales de la CEDEAO, les communications s'enflamment. Mais le Burkina Faso impose un calme glacial, une patience calculée. Cette retenue, inhabituelle, déconcerte et inquiète tous les acteurs. La portée de cet incident va bien au-delà des relations entre deux États. Le Nigeria, géant démographique et militaire, s'attendait à un règlement rapide. Pression, compromis, retour à la normale. Mais cette fois, le scénario usuel s'effondre. Les appels à la désescalade de la CEDEAO résonnent dans le vide. Derrière ce silence, c'est tout l'équilibre régional qui vacille. Le Burkina Faso, loin de céder, pose une limite nette et défend une souveraineté sans compromis. Pour ses partisans, ce n'est plus seulement de la résistance, c'est l'amorce d'un bouleversement profond de l'ordre ouest-africain, où chaque attente devient un acte stratégique. Sous-estimer la gravité de ce bras de fer serait une faute lourde, car la véritable question n'est pas le sort de 11 soldats ou d'un avion immobilisé, mais la transformation en cours du pouvoir en Afrique de l'Ouest. Qui décide, qui impose, qui obéit? Ignorer ce tournant, c'est risquer de perdre de vue le moment précis où l'Afrique de l'Ouest redéfinit ses règles, sa sécurité et la voie de sa société civile face aux jeux d'influence mondiaux. Derrière les portes closes, la tension monte encore d'un cran. Que révèle vraiment ce silence et qui, dans l'ombre, tire les ficelles? Pourquoi en Afrique de l'Ouest, chaque incident entre États se termine-t-il presque toujours de la même façon? Sauf cette fois. Pour comprendre ce bouleversement, il faut remonter à l'histoire et aux mécanismes institutionnels qui régissent depuis des décennies la gestion des crises dans la région. Depuis toujours, le Nigeria occupe une position dominante. Première puissance démographique et militaire, il s'impose en arbitre des conflits ouest-africains. Lorsque la stabilité chancelle, Abuja n'hésite pas à faire valoir son influence, souvent avec le soutien tacite de ses alliés. La CEDEAO, que beaucoup appellent aussi ECOWAS, agit comme le bras armé de cette pression régionale. Sanctions économiques, médiation éclair, menaces d'intervention. Depuis des années, son action vise à pacifier, mais aussi à restaurer un ordre, parfois au prix de compromis négociés loin des regards. Violation d'espaces aériens, opérations clandestines, incidents réglés à huis clos, tout cela fait partie du paysage. Les affaires s'accumulent, les excuses sont vite acceptées, la politique du fait accompli est devenue la norme. Il suffit de se rappeler, il y a environ 12 mois, un avion militaire français avait lui aussi été retenu dans des circonstances proches. Le dossier avait traîné pendant de longs mois, aucune faveur n'avait été accordée et l'affaire s'était conclue dans la discrétion. Depuis, une règle tacite prévaut. Chaque État doit subir les mêmes contraintes, quelle que soit sa puissance. Mais aujourd'hui, ce système s'effrite. La confiance envers les institutions régionales se dégrade, à mesure que grandit la perception d'une justice à deux vitesses. D'un côté, les élites protégées et les grandes puissances qui imposent leurs règles, de l'autre, des peuples épuisés de voir leur souveraineté piétinée ou instrumentalisée. Ne pas comprendre ce contexte, c'est ignorer l'ampleur de la frustration accumulée, la colère contre les ingérences répétées et la défiance envers des institutions censées défendre les citoyens, non servir les intérêts des plus forts. Mais aujourd'hui, la donne change. Refuser de céder à la pression n'est plus un simple geste protocolaire. C'est une déclaration politique, un acte de rupture. Ce bras de fer autour de l'avion militaire nigérian n'est donc pas un incident, isolé. Il révèle une transformation profonde du paysage politique ouest-africain. Quand un avion militaire cloué au sol devient le centre d'un bras de fer existentiel sur la souveraineté, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui retient son souffle. Au Burkina Faso, la pression extérieure ne provoque pas de concessions hâtives. Le pays exige des preuves, réclame chaque document. Ici, les procédures ne sont plus de simples formalités. Elles deviennent des remparts. Chaque signature, chaque tampon bloque l'arbitraire et affirme un principe intransigeant. Face à cette intransigeance, le Nigeria, géant régional habitué à imposer sa volonté, se heurte à une résistance inattendue.
La détention de l'avion n'est ni bravade ni provocation, c'est une démonstration glacée de souveraineté. Pas de menace, pas de gesticulation, juste une fermeture de porte. L'asymétrie de pouvoir, pour la première fois, ne suffit plus à forcer l'issue. Au Nigeria, la tension s'infiltre dans la rue et sur les réseaux sociaux. La population se divise, certains réclament une réaction ferme, dénonçant une humiliation insupportable, d'autres prônent la prudence, redoutant une crise régionale incontrôlable. Le gouvernement, lui, vacille entre fierté blessée et crainte d'un engrenage dangereux. De l'autre côté de la frontière, l'incident est interprété comme une rupture attendue avec la logique du plus fort. Dans le Burkina Faso et parmi les alliés de l'Alliance des États du Sahel, la souveraineté prend une valeur nouvelle, non négociable. L'idée s'ancre dans la conscience collective, être maître chez soi n'est pas une faveur, mais un droit. Dans l'ombre, la Russie avance ses pions. Ses conseillers stratégiques, silencieux mais influents, encouragent la patience. Pour Moscou, tenir tête à la pression extérieure renforce la crédibilité du Burkina Faso, et par extension, celle de tout le bloc sahélien. La Russie souffle sur les braises, espérant voir l'incendie changer la donne régionale. Ce qui se joue dépasse la question des autorisations de vol ou du sort d'un appareil. L'enjeu est la crédibilité des États du Sahel, leur capacité à écrire leur propre histoire. Chaque camp teste ses limites, ses alliances, sa détermination. Jusqu'où ira-t-on pour défendre une souveraineté menacée ? Un risque majeur plane. Si la pression internationale triomphe, la souveraineté deviendra une marchandise, fragile et conditionnelle. Mais si le Burkina Faso tient bon, c'est tout l'équilibre régional qui peut basculer. Un précédent serait créé, inspirant d'autres pays à défier les vieilles hiérarchies et à réinventer le jeu du pouvoir. Ce bras de fer, loin de se résoudre, s'envenime. Les prochains jours pourraient voir la tension franchir un nouveau seuil, avec des conséquences imprévisibles pour la région. Ce qui a commencé sur un tarmac poussiéreux du Sahel pourrait bouleverser la géopolitique africaine pour toute une génération. Derrière le bras de fer entre le Burkina Faso et le Nigeria, un nouvel échiquier d'alliances et de rivalité prend forme. La Russie, de plus en plus présente ou redoutée, offre aux États sahéliens une arme inédite, choisir leur partenaire au lieu de subir le diktat occidental. Cette redistribution des cartes rassure certains dirigeants, mais alarme tout autant les chancelleries étrangères. L'Alliance des États du Sahel se dresse comme un bloc soudé, érigeant la souveraineté absolue en ligne rouge. Ce front remet en cause le modèle d'intégration régionale défendu depuis plus de 40 ans par la CEDEAO. Là où l'intégration souhaitait effacer les frontières, l'AES les érige en remparts. Dans les rues, les perceptions s'entrechoquent. Beaucoup vivent cette crise comme une dignité retrouvée, le sentiment que, pour la première fois, leur voix et leur choix pèsent face aux pressions extérieures. Mais derrière l'euphorie pointe une inquiétude silencieuse. Jusqu'où pousser la confrontation sans perdre le contrôle ? La fierté nationale est tangible, portée par une jeunesse ultra connectée, avide de tourner la page des humiliations passées. Mais la peur demeure. Ce bras de fer symbolique pourrait coûter très cher aux familles si la crise dégénère et que les sanctions tombent. Au centre de ce séisme, la légitimité des institutions régionales vacille. La CEDEAO, autrefois garante de l'ordre, doit désormais convaincre qu'elle reste à l'écoute des peuples, alors que montent les aspirations souverainistes. La jeunesse réclame de nouveaux leaders, capables de répondre à sa soif de justice et d'ouverture sur le monde. Mais la tentation de la fermeté absolue emporte un risque, l'isolement. À chaque erreur de calcul, la région s'expose à des crises ouvertes, menaçant la sécurité collective, l'unité régionale et la crédibilité des gouvernances africaines. Ce qui se décide dans l'ombre sur un tarmac a un impact direct sur la stabilité, l'économie et la vie quotidienne de millions de personnes. La tension atteint son paroxysme. Chaque choix pèse lourd. Les règles sont en train d'être réécrites, mais tout reste fragile. Désormais, l'unité régionale, la sécurité collective et la voix des peuples sont en jeu. Alors que les regards du monde sont tournés vers le Sahel, la moindre décision pourrait changer le destin de toute une région. Mais derrière les communiqués officiels, des luttes invisibles s'intensifient. Et si la véritable question n'était pas de savoir qui détient la vérité, mais qui assumera le coût de chaque choix ? Cette crise autour d'un avion militaire étranger n'est qu'un miroir grossissant. Elle force toute une génération à réévaluer ses attentes envers ses dirigeants, ses institutions et le sens même du mot souveraineté. Le leadership d'Ibrahim Traoré ne se laisse plus enfermer dans la figure du héros ou du provocateur. Il incarne un moment de bascule où chaque décision trace une ligne de fracture avec les habitudes passées. Son pari ?
Absorber la pression internationale sans jamais la répercuter sur la population. Transformer la résistance en acte réfléchi, et non en simple défi stérile. Ce choix donne un sens nouveau à l'impasse. Il ne s'agit plus de négocier la souveraineté, mais de la construire avec patience à partir de la confiance populaire. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une pratique quotidienne, nourrie par l'adhésion plutôt que dictée par la contrainte. Mais le risque est immense. Trop de fermeté pourrait précipiter la région dans une confrontation ouverte dont nul ne sortirait indemne. À l'inverse, céder trop vite ramènerait l'ordre ancien, celui où la force écrasait la volonté populaire. L'équilibre est fragile. Une seule erreur se paierait cher en instabilité, en isolement ou pire encore. La dimension collective est décisive. L'alliance des États du Sahel ne relève pas d'un caprice de quelques chefs. Elle traduit une aspiration profonde. Refuser les ingérences sans pour autant sacrifier la vie des civils sur l'autel de la fierté nationale. Désormais, la résistance s'étend à toute la société, bien au-delà de l'État ou de l'armée. La société civile s'éveille. Les débats jaillissent dans les rues, sur les réseaux sociaux, jusque dans les foyers. La méfiance envers les institutions augmente, tout comme l'exigence de responsabilité et le désir d'une unité réelle affranchie des tutelles invisibles et des promesses creuses. L'espace public redevient un lieu de parole, d'action, de revendication. Survivre à la crise impose de repenser la légitimité. Il ne s'agit plus de copier des modèles étrangers, mais d'enraciner chaque décision dans les attentes profondes de la population. La légitimité ne s'impose pas par décret. Elle se forge jour après jour dans la confrontation avec le réel, les espoirs, les peurs et les choix collectifs. Le prix de ce réveil peut être colossal. Instabilité, isolement ou, à l'inverse, une souveraineté enfin respectée. Tout dépendra de la capacité à allier fermeté et écoute, à transformer la crise en opportunité sans jamais sacrifier l'essentiel, le bien-être et la dignité de chaque citoyen. Mais les tensions ne faiblissent pas. Le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Comme toujours, c'est dans les moments de crise que se révèlent les véritables lignes de fracture. La question centrale n'est plus de savoir qui va céder, mais bien qui saura écrire la suite sans sacrifier ni la dignité, ni la stabilité d'un peuple tout entier. À ce stade, chaque silence et chaque attente deviennent des gestes politiques. Ce n'est plus simplement une histoire d'avions cloués au sol ou de militaires retenus, c'est désormais une région entière qui proclame que la souveraineté ne s'échange plus dans l'ombre, ni sous la menace extérieure, qu'elle soit économique, diplomatique ou militaire. Ce bras de fer a mis à nu de nouvelles lignes de fracture, mais a aussi révélé ce qu'une résistance stratégique peut accomplir. Refuser la solution la plus évidente, briser les automatismes de soumission et prouver que la patience peut peser aussi lourd qu'un rapport de force. Mais ce choix comporte des dangers réels. Rester spectateur de ces recompositions, c'est risquer de voir l'histoire s'écrire encore une fois sans la voix des premiers concernés, les citoyens. Les décisions prises aujourd'hui, dans les coulisses des palais ou sur le bitume des pistes, dessineront la sécurité, l'économie et la légitimité politique de demain. Si la société civile ne s'invite pas à la table, si elle laisse aux seuls États, nationaux ou étrangers, le pouvoir de fixer les règles, elle se condamne à être spectatrice de son propre sort. La souveraineté véritable n'est ni l'isolement brutal, ni l'application mécanique de consignes venues d'ailleurs. Elle naît du dialogue, de la transparence et de la nécessité de rendre des comptes à ceux qui vivent les conséquences, chaque jour, des décisions prises au sommet. C'est là que se joue la promesse d'un avenir stable et digne, pour le Sahel comme pour toute l'Afrique de l'Ouest. Alors la question demeure brûlante, saurons-nous ensemble transformer cette tension en une chance de reconstruire la souveraineté sur des fondations solides et partagées, ou laisserons-nous, une fois encore, l'histoire se redessiner sans nous, au risque de voir se refermer le cercle du passé? Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette crise, il faut regarder en arrière et comparer cette situation à d'autres moments clés de l'histoire ouest-africaine. Par exemple, en 1979, lors de la crise du Bénin, un avion transportant des mercenaires fut intercepté par le Togo, provoquant une crise diplomatique majeure. À l'époque, la réaction fut rapide. Les chefs d'État convoquèrent une réunion d'urgence à Lagos, et sous la pression collective, une solution fut trouvée en moins de 48 heures. Aujourd'hui, le contexte a changé. Les institutions sont fragilisées, les solidarités anciennes n'existent plus ou sont contestées. Ce qui jadis relevait du réflexe régional s'est transformé en un jeu d'intérêts concurrents, où chaque pays défend prioritairement ses propres lignes rouges. Prenons aussi le cas du Mali en 2022.
Après le coup d'État, la CEDEAO imposa un embargo sévère, espérant forcer les militaires à rendre le pouvoir aux civils. Mais les sanctions n'ont pas provoqué la capitulation attendue. Au contraire, elles ont renforcé la rhétorique souverainiste et favorisé l'émergence d'un discours panafricaniste nouveau, soutenu par une jeunesse mobilisée sur les réseaux sociaux. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, désormais unis au sein de l'Alliance des États du Sahel, puissent prendre ses précédents pour affirmer leur autonomie. Dans un autre registre, si l'on remonte à l'histoire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, on constate que la gestion des conflits internes, comme la guerre du Biafra entre 1967 et 1970, reposait sur la non-ingérence. Pourtant, des puissances extérieures, comme la France ou le Royaume-Uni, sont intervenues de manière indirecte, alimentant une défiance persistante envers les institutions continentales, accusées d'être à la merci des volontés étrangères. Ces exemples historiques révèlent la profondeur du malaise actuel. À chaque fois qu'un État ouest-africain a tenté d'affirmer sa souveraineté contre la pression internationale ou régionale, il a dû affronter des représailles, sanctions, isolement, voire tentatives de déstabilisation. Aujourd'hui, le Burkina Faso tente d'écrire une page inédite, en refusant de céder à la logique du plus fort. Prenons un exemple concret. Imaginons demain un avion militaire sénégalais intercepté au Mali, sans autorisation écrite. Si Bamako applique le même principe que Ouagadougou, cela marquera la généralisation de la doctrine de tolérance zéro pour toute violation de souveraineté. Les conséquences seraient immédiates. Suspension des accords de coopération, rappel des ambassadeurs, voire rupture des liaisons aériennes et commerciales. Chaque incident devient alors un test pour la cohésion de la région. Pour mieux comprendre ce qui se joue, mettons-nous à la place d'un citoyen burkinabé. Depuis des années, il voit son pays traverser des crises sécuritaires graves, attaques terroristes, instabilité politique, inflation galopante. Face à l'impuissance des institutions internationales, il nourrit une attente croissante d'autonomie, d'efficacité, de dignité retrouvée. Quand le gouvernement affirme sa souveraineté, il ne s'agit pas seulement de posture, mais d'un espoir concret de voir enfin les décisions prises localement, en fonction des priorités nationales et non plus des ordres venus d'ailleurs. Dans la rue, les discussions sont animées. Un jeune commerçant explique : « Nous avons trop longtemps subi. Maintenant, c'est à notre tour de fixer les règles. » Une mère de famille s'inquiète. Malin. Si la crise dégénère, comment nourrirons-nous nos enfants si les frontières se ferment encore ? Cette tension entre fierté et inquiétude est palpable et révèle la complexité du dilemme actuel. À l'échelle internationale, les puissances extérieures observent la situation avec inquiétude. Les États-Unis, l'Union européenne et la France redoutent que le précédent burkinabé ne fasse tache d'huile. Si les États sahéliens réussissent à imposer leurs conditions, cela pourrait affaiblir durablement l'influence occidentale sur la région, au profit de nouveaux acteurs comme la Russie ou la Chine. La Russie, justement, joue un rôle croissant. Depuis l'arrivée du groupe Wagner au Mali puis au Burkina Faso, Moscou capitalise sur le rejet des anciennes puissances coloniales. En offrant un soutien militaire et politique sans condition de gouvernance démocratique, la Russie séduit une partie des élites et de la population. Mais cette alliance n'est pas sans risque. Elle expose les pays sahéliens à de nouvelles formes de dépendance et peut aggraver leur isolement sur la scène internationale. Dans ce contexte, quel scénario d'évolution peut-on envisager ? Premier scénario, la tension cède après des semaines de négociations sous la médiation de pays tiers comme l'Algérie ou le Togo. Un compromis est trouvé, l'avion et ses occupants sont libérés, mais la confiance entre le Nigeria et le Burkina Faso reste durablement ébranlée. La CEDEAO tente de restaurer son autorité, mais son image en sort affaiblie. Deuxième scénario, l'intransigeance perdure. Le Burkina Faso maintient sa position et le Nigeria durcit sa rhétorique. Des mesures de rétorsion sont prises, fermeture partielle des frontières, suspension de projets communs, multiplication des incidents diplomatiques. L'escalade aboutit à la création de deux blocs antagonistes. D'un côté, l'Alliance des États du Sahel, de l'autre, les pays restés fidèles à la CEDEAO. La région entre dans une nouvelle ère de rivalité ouverte. Troisième scénario, plus extrême. L'incident dégénère en confrontation militaire limitée. Des accrochages ont lieu à la frontière, provoquant des déplacements de population et une aggravation de la crise humanitaire. Les organisations internationales interviennent en urgence pour éviter l'embrasement généralisé. Ce scénario, bien que peu probable, rappelle que la paix régionale reste fragile et que la moindre erreur de calcul peut déclencher une spirale incontrôlable.
À travers ces scénarios, une certitude s'impose. La gestion de cette crise servira de modèle pour les années à venir. Si le Burkina Faso parvient à négocier sans céder, d'autres États pourraient en s'inspirer de sa stratégie pour affirmer leur propre autonomie vis-à-vis des institutions régionales et internationales. Face à ces défis, quelles mesures concrètes pourraient être prises à la fois par les dirigeants et par la société civile pour transformer cette crise en opportunité? Premièrement, renforcer la transparence des procédures diplomatiques. Chaque incident doit être documenté, discuté publiquement et non réglé dans le secret des cabinets. Cela permettrait de restaurer la confiance des populations dans l'action des gouvernements et d'éviter la manipulation des faits par des acteurs extérieurs. Deuxièmement, instaurer des mécanismes de médiation indépendants, associant des représentants de la société civile, des experts juridiques et des personnalités reconnues pour leur impartialité. Ces organes pourraient intervenir rapidement lors des crises afin de proposer des solutions acceptables pour toutes les parties, sans sacrifier la souveraineté nationale. Troisièmement, investir dans l'éducation à la citoyenneté régionale. L'histoire récente montre que l'ignorance des enjeux institutionnels alimente la méfiance et le repli identitaire. Mieux former la jeunesse aux principes de coopération, de solidarité et de respect des frontières pourrait contribuer à apaiser les tensions et à bâtir une nouvelle génération de leaders ouverts au dialogue. Quatrièmement, encourager les échanges économiques et culturels entre les pays du Sahel et leurs voisins. Plus les sociétés sont liées par des intérêts communs, moins elles sont enclines à céder à la logique de l'affrontement. Les projets transfrontaliers dans l'agriculture, l'énergie ou l'éducation pourraient servir de levier pour consolider la paix et la stabilité. Enfin, valoriser la participation des femmes et des jeunes dans la prise de décision. Trop souvent, les négociations sont monopolisées par une élite masculine et vieillissante, déconnectée des réalités du terrain. Or, ce sont souvent les femmes qui subissent le plus durement les conséquences des crises, et la jeunesse qui en paie le prix sur le long terme. En conclusion, la crise de l'avion nigérian immobilisé à Ouagadougou n'est pas un simple incident diplomatique. Elle incarne le combat d'une région pour redéfinir ses règles, restaurer sa dignité et affirmer sa capacité à décider de son avenir. Les choix qui seront faits dans les prochains jours, semaines et mois dessineront l'Afrique de l'Ouest de demain. Rester passif face à cette recomposition serait une faute historique. Au contraire, il s'agit de saisir cette tension comme une occasion unique de reconstruire sur des bases nouvelles, plus justes et plus inclusives. La souveraineté ne doit plus être un slogan, mais une pratique quotidienne, fondée sur la responsabilité, la transparence et l'écoute des aspirations populaires. À cet instant charnière, chacun doit s'interroger. Quelle Afrique voulons-nous léguer aux générations futures ? Une Afrique prisonnière des rivalités anciennes et des ingérences, ou une Afrique fière, responsable et capable d'inventer ses propres solutions? La réponse ne viendra pas d'en haut, mais de la capacité de chaque citoyen à s'emparer du débat, à revendiquer sa place et à exiger des comptes de ses dirigeants. C'est là, sur ce terrain, que se joue la vraie souveraineté, celle qui résiste à toutes les tempêtes. Car au fond, la vraie question n'est pas de savoir quand l'avion repartira, mais bien de savoir si, dans le tumulte, l'Afrique de l'Ouest aura su retrouver sa voix, sa force et sa liberté